Bonjour, merci d'être présent. J'espère qu'on sont nombreux de l'autre côté de la caméra. Donc on vous présente aujourd'hui un atelier sur la prédiction et l'évaluation du potentiel client. Donc dans des parcours de... Là c'était dans le cadre d'un opérateur de télécom. Donc dans le cadre d'un parcours de souscription en ligne ou également en boutique. Donc on verra, donc on a calculé différents scores. Un score de fragilité, donc c'est de la fragilité financière. Est-ce que le souscripteur, le demandeur d'un téléphone forfait plus mobile, en l'occurrence, est fragile ou pas? Est-ce que c'est un fraudeur? Parce que ça arrive aussi dans certains cas. Et comme il y a quand même peu de fraudeurs, donc on a également travaillé sur un clustering qui permet de mettre une alerte sur des populations qui peuvent être potentiellement des fraudeurs et donc qu'il faut surveiller manuellement. Et enfin, comme on a tout ce process nécessite de structurer la donnée, donc ça nous donne aussi beaucoup d'avantages pour proposer de la data viz. Je vais vous présenter, donc nous sommes Axis Consultant, très rapidement, en 2 mots. Axis Consultant, on fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. On intervient principalement dans les fonctions support. Et aujourd'hui, donc c'est notre activité data et le laboratoire d'intelligence artificielle d'Axis Consultant qui ont développé ce cas et qui vous le présentent. Donc au niveau de la data, on a 3 piliers, très rapidement. Un pilier conseil et organisation data, donc les démarches data, la gouvernance de la donnée par exemple. Un autre pilier qui est plutôt data science et data analyse. Et enfin, un 3e pilier qui est industrialisation, et dans ce pilier industrialisation, mais aussi tout ce qui est data viz. 2 mots sur le lab d'intelligence artificielle. Donc c'est un laboratoire qui a sa propre plateforme et qui propose des solutions IA as a service et notamment une solution pour les centres d'appel qui a pour but de collecter toutes les conversations téléphoniques, les retranscrire en texte et après derrière d'analyser ce texte, donc sortir notamment l'objet de la réunion, l'objet de la conversation et les messages clés pendant la conversation téléphonique avec l'opérateur. C'est qu'un exemple. Il est là pour co-développer des solutions avec nos clients. Très rapidement, donc, je vais vous présenter Marc Mironneau, qui est manager chez Axis, qui va vous présenter les enjeux du cas pour l'opérateur télécom. Qu'est-ce que ça apporte ces scores? Et ensuite, Adrien Moreau, qui est data scientist, lui va vous présenter quels sont les algorithmes qui ont été utilisés, notamment pour pouvoir prédire le score. Et à la fin de l'intervention, je reviendrai sur quelques mots pour vous présenter une plateforme qui s'appelle Alteryx, qui nous a permis de packager l'algorithme et de déployer très rapidement. Bonjour à tous. Donc quelques mots en fait sur le cas client pour lequel nous avons opéré cette mission. Donc il s'agit d'un opérateur télécom et donc du coup ici le propos c'est d'illustrer le cas concret en fait d'une souscription d'un forfait plus mobile pour un montant d'environ 220 € à la souscription initiale et ensuite pour un forfait payé environ 8 € par mois pendant 24 mois avec un engagement de 24 mois sur ce forfait. Donc, quels sont les risques encourus en fait en termes de risque de défaut de paiement dans ce cas client? Tout d'abord, pour un client qui est fragile économiquement ou fragile financièrement, c'est effectivement de faire défaut dès le premier mois suivant la souscription. Et donc, en fait, dans ce genre de cas, on aurait un défaut de 192 € de défaut de paiement et de risque de perte pour l'opérateur mobile. Et si jamais c'est un client frauduleux, en fait, à ces 192 €, on va rajouter le montant du prix du mobile à la souscription, à savoir les 220 €. Et donc, on aura à la fois effectivement la défaillance de 192 € plus le prix du mobile de 200 €. On sera à 412 € dans le cas d'un cas frauduleux. Donc,
Donc bien évidemment, cet opérateur télécom a mis en place des contre-mesures et des systèmes de contrôle. Alors, notamment, le système le plus classique, c'est d'orienter vers des canaux de paiement plus sûrs. Par exemple, sur le web, ça va être des canaux avec du paiement 3D Secure qui est sécurisé, mais également parfois sur certains call centers avec du déport également sur du paiement sécurisé en 3D Secure. Il va y avoir également un travail de téléconseiller pour faire une orientation vers un mobile ou un forfait qui est plus adapté à la situation économique de l'abonné et donc orienté vers un produit un peu moins cher. Plus classiquement, on va avoir également des demandes de montants de garantie aussi pour sécuriser la souscription à venir. Ou enfin, on va également proposer parfois aux souscripteurs de modifier la date anniversaire du prélèvement de façon à ce qu'elle soit optimale par rapport au moment où il y a la tombée des payes. Donc, quelle a été notre mission auprès de cet opérateur télécom? Deux principaux objectifs. Le premier, identifier donc effectivement les clients à risque. Et le second, identifier les clients frauduleux. Pour cela, comment ça fonctionne? On a donc développé deux scores, un score de fragilité économique et un score de fraude. Et l'objet même de l'intervention, c'était de modéliser et d'optimiser bien sûr le calcul de ces scores, parce qu'ils avaient déjà des analyses de risque bien entendu en interne, d'automatiser au maximum, autant que faire se peut, les contrôles et les contre-mesures mises en place. Et donc c'est l'objet en fait du packaging ensuite de ces scores via la solution que vous présentera Jean-Marc tout à l'heure, qui s'appelle Alteryx. Et bien évidemment aussi ne pas surpondérer le score de façon à ne pas nuire au business et ne pas nuire en fait au volume de vente au final. Donc ça c'est très important. Et du coup, on a également développé pour la partie fraude une alerte par clustering également de façon complémentaire. Juste quelques mots sur la partie enjeux métier et sur les process métiers. Effectivement, ici, le graphe que vous voyez illustre un peu le parcours d'une souscription classique chez cet opérateur télécom, avec donc des canaux de souscription entrantes, que ce soit en point de vente, que ce soit par le web ou par téléphone. On va avoir environ 70% de dossiers retenus à l'issue des demandes de souscription. Et l'objectif principal, ça va être d'optimiser le taux de conversion sur ces souscriptions et donc d'accepter le plus de demandes de souscription, bien évidemment. Donc il y a à peu près 30% de dossiers qui sont refusés après l'analyse des risques. Et au terme de ces 30%, au terme de cette souscription qui sont acceptées, on va avoir environ 30% également sur le segment de clientèle sur lequel il nous a été demandé de travailler, qui vont faire défaut de paiement, qui vont entrer en plan de relance. Et donc à partir de là, s'active un plan de relance d'environ 72 jours, de 2 mois et demi environ, sur lequel en fait il va y avoir tout un certain nombre d'étapes de relance en fait pour récupérer ou pour faire remettre sur les rails le souscripteur sur le paiement mensuel de son forfait. Et si au terme de ce plan de relance on n'est pas parvenu effectivement à revenir sur les impayés, et ben en fait il y a une résiliation automatique qui est effectuée. Et on évalue à peu près à 3% en fait, ces résiliations automatiques pour cause de fragilité économique et à peu près à 1% pour cause de fraude. Donc, le principal objectif, effectivement, c'était de réduire ces résiliations au terme des plans de relance de façon à, en optimisant effectivement les entrées des souscripteurs les plus sains au début du tunnel. Quelques mots sur le score de risque et donc sur notamment la notion de fragilité, parce que ce qui est très important quand on essaie de prédire un score et qu'on essaie de prédire en fait une classification d'un souscripteur, c'est de effectivement réussir à bien avoir une bonne définition de ce qu'on appelle un fragile économiquement. Et ici, dans le cas de clients concernés, on a considéré que était fragile économiquement toute personne qui rentrait au moins une fois au cours de sa vie de souscripteur en plan de relance, à l'exception de certains codes CEPA qui en fait ne sont révélateurs que d'une erreur technique en fait du prélèvement et ne sont pas révélateurs de la nature fragile économiquement du souscripteur. Donc ça c'est très important parce qu'on pourrait tout à fait se dire qu'on retient l'ensemble des erreurs CEPA, on pourrait tout à fait se dire que certains codes réglementaires de prélèvement CEPA sont à conserver parce qu'ils sont révélateurs de fragilité. Donc ça c'est des arbitrages qu'il faut avoir avec le métier et avec le client pour bien définir en fait ce qu'on souhaite prédire.
Également, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans le périmètre de cette fragilité, il a également été conduit à évoluer afin de fiabiliser les prédictions. Typiquement, on a dû exclure les souscripteurs de moins de 3 mois parce qu'on n'avait pas assez de recul pour prédire ou pour pouvoir dire si en fait ils vont devenir fragiles économiquement. Et donc, de façon à sécuriser le périmètre de travail de la prédiction, on les a exclus. On a également exclu, pour un autre exemple, les souscripteurs qui avaient été résiliés le même jour de leur souscription, parce que du coup, ils ne faisaient pas sens et ils perturbaient en fait les calculs de prédiction de l'algorithme. En termes de gain métier, ce qui était attendu par le client, bien évidemment, c'était le principal problème que rencontrait le client, c'était une hétérogénéité dans les analyses de risque entre les différents conseillers qui faisaient l'analyse de risque. Et donc, ce qui était attendu de notre part, c'était de produire un score qui non seulement sera plus fiable, plus précis, mais également plus homogène et plus homogène dans le temps. C'est-à-dire de façon à ce que les évaluations, non seulement entre les conseillers, mais également dans le temps, restent homogènes. Et ça, c'était important. Donc, qui dit bien entendu hausse de la fiabilité de la prédiction, dit plus de ventes et moins d'abandon de souscripteurs. Ça aussi, c'est important, puisque les ventes seront mécaniquement favorisées sur les personnes qui sont considérées comme plus fiables parce qu'elles auront moins de contrôle et moins de contre-mesures. Et enfin, le troisième point qui était attendu, c'était également d'avoir une gradation, c'est-à-dire que le score soit en mesure de donner en fait un indice de confiance et une taux de probabilité à être fraudeur ou fragile économiquement, et donc de façon à réserver les contre-mesures les plus contraignantes sur les scores de probabilité les plus élevés. Deux mots sur effectivement la matrice de confusion qui nous a servi du coup pour le calcul et la mesure de la performance du modèle algorithmique. Il faut savoir que lors des analyses de risque déjà préexistantes, il y avait déjà en fait des erreurs de prédiction. C'est-à-dire qu'ils faisaient des analyses, des contrôles à tort auprès de certaines personnes. Donc ils faisaient en soi déjà de fausses ou de bonnes prédictions en fait dessus. Et donc ce qui va nous permettre de comparer, c'est qu'effectivement, ici vous avez les trous positifs, les falses positives, les falses négatives, les trous négatives. On va avoir l'algorithme qui va également faire parfois des bonnes prédictions, parfois des fausses prédictions. Si c'est des bonnes prédictions, ça va être soit des trous positifs, des fragiles bien prédits fragiles, ou des trous négatifs, des non fragiles bien prédits non fragiles, ou alors des erreurs de prédiction également par l'algorithme, des falses positives, des non fragiles prédits fragiles, ou des falses négatives, des fragiles prédits non fragiles. Et donc ça, c'est important également, parce que c'est ce qui va nous permettre d'entraîner le modèle et surtout d'évaluer la performance du modèle par rapport aux analyses de risque actuelles. De la même manière, sur le score de fraude, ce qui est important aussi, c'est de bien définir effectivement ce qu'on appelle une fraude. La fraude, par définition, en fait, on a considéré que c'était un souscripteur qui ne souscrivait un abonnement de forfait mobile qu'en vue de générer volontairement un impayé. Et ce, effectivement, soit par le gain du mobile qu'il n'aura pas payé, soit effectivement par un paiement incomplet des forfaits qui vont permettre à l'opérateur mobile d'amortir en fait le mobile qu'il aura subventionné auprès du souscripteur. Donc effectivement, on considère bien évidemment qu'un fraudeur aura un comportement atypique et divergent d'une personne qui sera en fragilité économique et qui en fait fera involontairement un impayé du fait de sa situation financière. Du coup, ce qui est important dans le cadre des fraudeurs, c'est d'éviter en fait un des principaux biais qu'on peut rencontrer en data science, qui est un biais de sélection. C'est-à-dire que comme l'opérateur mobile opère déjà des contrôles et des contre-mesures, il y a déjà un certain nombre de souscriptions qui n'aboutissent pas. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne sait pas pour ces souscriptions qui ne sont pas abouties si ces fraudeurs étaient des vrais fraudeurs ou au contraire si c'était des personnes saines éventuellement. Et donc il est impossible de savoir avance, il n'y a aucune certitude sur une souscription tant qu'elle n'a pas été activée en fait. Parce que chaque souscription bloquée laisse place à un biais de sélection. Et donc si on retient en fait ces souscriptions bloquées comme étant des fraudeurs, on peut potentiellement entraîner l'algorithme à tort sur justement des données biaisées. Et donc ça c'est très important et c'est pour ça qu'en fait ce qui est également important, c'est d'avoir un jeu de données assez conséquent de ce qu'on appelle des fraudeurs avérés, donc des vrais positifs, qui vont nous permettre d'entraîner le modèle prédictif sur des cas réels de fraude en fait. Et donc plus on a de cas réels de fraude, plus on va fiabiliser également l'algorithme effectivement de prédiction des fraudeurs. Donc ça c'est très important. Je vais laisser la parole à présent à Adrien qui va vous présenter un peu plus les démarches et les algorithmes de data science dont nous allons utiliser. Bonjour à tous. Alors, un premier slide pour vous présenter de manière très macro
les phases du projet, donc qui correspondent à des phases classiques d'un projet data. Donc la première phase qui est une phase de cadrage du besoin, où là l'idée c'était de comprendre le besoin du client, les attendus en termes de solutions et de comprendre les données qui étaient à disposition. Une deuxième phase de préparation du dataset, où là l'idée c'était de croiser les données et de les enrichir. Cette étape elle a été faite en AlterX. Une phase d'entraînement des modèles, où là l'idée c'était de présélectionner des modèles de machine learning, de les entraîner avec le jeu de données, de tester les résultats, de faire des ajustements. Ça a été fait en Python. Et une dernière phase de mise en production où on a intégré le code Python à AlterX en l'optimisant et en faisant bien sûr des tests. Et donc ce projet, il a été réalisé en 3 mois de bout en bout. Alors, une première slide de focus sur la préparation du dataset, parce que c'est une étape qui est essentielle en data science. Alors vraiment, à l'idée d'un chimiste, l'idée, ça va être de trouver un savant dosage entre les données. Le premier ingrédient qu'on a ajouté, ce sont des données internes à l'entreprise. Donc, par exemple, pour le projet, on a ajouté des données sociodémographiques telles que l'âge, le sexe, des données comportementales liées aux habitudes de consommation. Donc là, par exemple, c'est le choix du forfait, les options ou alors le canal de vente. Et enfin, des données financières telles que la banque, le choix du mode de paiement, etc. Et donc, en plus de ces données directement accessibles, on a fait un travail de feature engineering, c'est-à-dire d'extraire les bonnes variables un peu cachées. Donc, pour vous donner un exemple très simple, l'adresse mail, ce n'est pas forcément quelque chose qui est exploitable en l'état. Nous, on a extrait le nom de domaine du mail, donc à savoir Orange, Outlook, etc. Voilà, pour tirer parti du mail. En plus de ça, donc le deuxième ingrédient qu'on a ajouté, ce sont des données issues de l'INSEE, donc en open data, donc des données macroéconomiques régionales telles que le chômage, des données sur l'éducation, voilà. Donc j'en dis pas plus, je laisserai Jean-Marc en parler quand il parlera d'AlterX. Ensuite, donc une fois qu'on a collecté toutes ces données, on a fait un travail de nettoyage de données. Donc 2 exemples qui sont assez importants en data science. Donc par exemple, les données manquantes. Les algorithmes de machine learning n'acceptent pas les données manquantes. Donc on a fait un travail là-dessus. Donc par exemple, en remplaçant par la moyenne ou la médiane de l'échantillon pour les données quantitatives. Pour les variables qualitatives, on a fait un travail de dumification. Alors les variables qualitatives, ce sont les variables qui ne sont pas quantitatives, qui ne sont pas des nombres. Et en fait, c'est pareil, on ne peut pas les laisser telles quelles avec les algorithmes de machine learning. Donc du coup, on a fait un travail de dumification. Et en fait, le problème avec ça, c'est que si on a beaucoup de variables qualitatives, ça fait exploser le nombre de variables. Et ça risque d'entraîner un problème bien connu des data scientists qui s'appelle le surapprentissage, et donc qui consiste sur le jeu de données d'entraînement à prendre en compte toutes les spécificités de ce jeu de données, à très bien prédire sur ce jeu de données, mais à très mal prédire des nouveaux cas. Et donc du coup, pour pallier ce problème, on a appliqué des méthodes de sélection de variables par corrélation et par test statistique. Et ce qui est intéressant de constater là sur ce tableau, c'est qu'on a fait des tests en fait sur un algorithme en testant un nombre de variables différents. Donc, et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en passant de 176 variables à 41 variables, on obtient des résultats quasiment semblables en termes de sensibilité et de précision, mais qu'en revanche, on a gagné énormément en temps de calcul. Alors ensuite, un focus sur la partie fragilité économique. Donc là, l'idée, c'était de prédire le caractère fragile ou non fragile d'un client. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé la prédiction selon les canaux de vente. Donc d'un côté, web call et de l'autre côté, point de vente. Parce que les variables disponibles dans chacun des cas étaient très différentes et que ça permettait d'améliorer les résultats.
Le choix de l'algorithme, il s'est porté sur le random forest. On a testé différents algorithmes, donc SVM, XGBoost, et c'est celui qui a obtenu les meilleurs résultats. Très rapidement, le random forest, donc il s'agit d'un ensemble d'arbres de décision. Donc chaque arbre de décision individuellement va faire une prédiction, fragile, non fragile, qui ne sera pas forcément très robuste. Et l'idée, c'est de moyenner sur cet ensemble d'arbres pour obtenir une solution plus robuste. En termes de choix de métriques de performance, il faut faire attention parce qu'on est dans le cas potentiellement de jeu de données déséquilibré, c'est-à-dire qu'on a un ratio de fragile-non fragile qui est déséquilibré. Et pour vous donner un exemple simple, ça peut poser problème si par exemple on choisit l'accuracy comme métrique de performance, qui est le taux de bonne réponse que renvoie l'algorithme, et qu'on est dans un cas où on a 90% de non fragiles. Une solution facile de l'algorithme, ça va être de prédire tout le monde non fragile, et on va obtenir une accuracy de 90%, qui est un très bon résultat, et pourtant l'algorithme ne servira pas à grand-chose. Donc il faut faire attention là-dessus. Nous, ce qu'on a choisi, c'est la sensibilité et la précision dont vous voyez les définitions ici. Donc là, c'était plus en termes d'affichage métier, parce que c'est des taux qui sont facilement appréhendables, et des KPI qui peuvent être utilisés par le métier pour piloter leur business. Mais pour entraîner réellement l'algorithme, on a utilisé l'AUC, donc Area Under Curve, donc sans rentrer trop dans le détail. L'avantage de cette métrique, c'est qu'on assure les meilleures performances, quel que soit le seuil de classification. Donc le seuil de classification, c'est typiquement, de base, c'est 50%. Si 50% des arbres disent, au moins 50% disent fragile, l'algorithme va sortir fragile. Et donc l'idée, c'est que le business va pouvoir moduler ce seuil. Sur la partie entraînement du modèle, donc là il faut éviter le surapprentissage dont je parlais tout à l'heure. Donc on a utilisé trois types de méthodes très classiques, donc le découpage en jeu de test et entraînement, la cross-validation et la grid search pour optimiser les paramètres. En termes de résultats, ce qu'on peut... Voilà. Alors, ce qu'on peut constater en termes de top variables explicatives du modèle, quel que soit le canal, c'est qu'on retrouve l'âge, on retrouve les variables INSEE, donc d'où l'intérêt d'avoir ajouté ces variables INSEE qui remontent en tête des variables, la portabilité du numéro et le tarif du forfait. En termes de gains entre la méthode manuelle et la méthode algorithmique, donc ici dans ce tableau, on peut constater qu'en termes de sensibilité, on a eu un gain très important de 40 à 50% et un gain de taux de précision de 14% pour point de vente et de 4% pour web et call. Alors maintenant, un focus sur la partie fraude. Alors le problème qu'on a rencontré pour la partie fraude, c'était le manque de cas avérés de fraudeurs, ce qui fait qu'on n'avait pas forcément une représentativité complète du profil de fraudeur. Et donc un risque que des fraudeurs passent entre les mailles du filet. Alors pour cela, donc on a fait un premier scoring comme avec la même méthodologie que pour la fragilité, et on a fait une deuxième méthodologie qui était une alerte par clustering. Donc sur la première partie, donc pour la partie scoring, donc là l'idée c'était de prédire le caractère donc fraudeur ou non fraudeur du client avec un indice de confiance. Alors les choix, donc, que ce soit en termes d'algorithmes et de mesures de performance, ont été les mêmes que pour la fragilité. Et sur l'entraînement du modèle, à peu près la même méthodologie, donc je ne reviens pas dessus. Ce qui est intéressant d'évoquer là, c'est le débiaisage, donc avec le biais de sélection dont parlait Marc tout à l'heure. Du coup, on a appliqué une méthode de débiaisage, donc reclassification itérative, mais il existe d'autres méthodologies telles que les groupes de contrôle. En termes de résultats, ce qu'on peut voir, c'est que donc, en termes de taux de sensibilité et de précision, on était de l'ordre de 70-60%, donc ce qui sont plutôt des bons scores. Et en termes de variables explicatives, on voit qu'on retrouve le coût unitaire du téléphone, le montant payé, une variable INSEE, la marque Apple, voilà. Et enfin, donc, pour la partie alerte par clustering, donc là l'idée c'était de faire un clustering des clients
et ensuite de regarder le taux de fraudeurs dans chacun de ces clusters et de lever une alerte pour les clusters dans lesquels il y a un taux de fraudeurs élevé. Donc là, on a appliqué des méthodes classiques pour des clusterings, donc de normalisation et de réduction de dimensions. Pour la partie entraînement, on a utilisé le coefficient silhouette qui permet, lorsqu'on trace ce coefficient en fonction du nombre de clusters, et donc de trouver l'optimal et ce qui nous donne le nombre de clusters optimal. Donc là, on avait un optimal pour 9 clusters. Et ce qu'on peut constater dans le tableau, dans le tableau qui est totalement à droite, c'est qu'on a réussi à isoler les fraudeurs parce qu'on a le cluster numéro 3 qui possède 9% de fraudeurs, ce qui correspond à la quasi-totalité des fraudeurs. Et donc l'idée, c'était que quand une personne est prédite dans ce cluster, de lever une alerte, attention, ça pourrait être un fraudeur. Maintenant, je vais passer Merci, la balle Adrien. à Jean-Marc. Deux mots sur la méthode d'implémentation et après on passera aux questions-réponses. Donc on a choisi la plateforme Alteryx pour déployer cette solution. Pourquoi Alteryx? Parce que c'est une solution qui est reconnue, qui a un grand nombre de connecteurs, qui vous permet de retraiter très facilement la donnée et donc d'appliquer les algorithmes de scoring qu'on a vu précédemment. C'est une solution qui a aussi la possibilité de se connecter à un certain nombre d'API. Et donc là, on a utilisé l'API Gouv, comme on le verra juste après. On avait un calendrier projet de 3 mois, donc voilà, il fallait avoir une solution plus ou moins sur étagère. On ne pouvait pas se permettre de mettre en place tout un environnement data pour répondre à la solution. C'est une solution qui n'est pas chère non plus, hein, il faut se dire. Donc voilà. Donc, en 2 mots, on a développé tous les algorithmes sur des consoles Jupyter en Python et on les a packagés une fois développés sur la solution Alteryx. Et donc, Alteryx fait tous les traitements et l'algorithme est calculé également par Alteryx. Exemple d'écran Alteryx. Donc, là, tout en haut, vous avez les menus avec toutes les fonctionnalités qui sont offertes. Et donc, vous les prenez, vous les descendez, ça fait un drag and drop. En l'occurrence, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les adresses. On les a, ces adresses, on les a localisées, avec Alteryx, donc en utilisant l'API du gouvernement en termes de latitude et de longitude. On a récupéré également tous les contours iris et donc on a croisé les contours avec la latitude et la longitude, donc les coordonnées GPS ici, et ça nous a permis en fait de récupérer après toutes les datas INSEE liées à l'iris. Dernier mot, donc on avait un grand nombre de data sur tout le processus de souscription, sur la pertinence ou pas des souscripteurs. Donc ça nous a permis après de faire un certain nombre de tableaux de bord. Donc des tableaux de bord soit sur le scoring en lui-même et l'activité de recouvrement, où on voit la performance de l'activité de recouvrement. Donc on voit le nombre d'activations, par exemple, le nombre de personnes qui passent en plan de relance, la sensibilité et la précision du modèle. Ça part également dans le temps. Et puis, l'avantage de ces solutions de DataVis, c'est qu'on peut cliquer, par exemple, sur une tranche d'âge et hop, tous les indicateurs se mettent à jour. Voilà. On a fait également, il y a d'autres types de restitution. Donc, on peut choisir une marque, par exemple Apple, et puis hop, on voit où sont localisées toutes les ventes d'Apple. Je ne vais pas aller plus loin. On va passer aux questions-réponses. Je crois qu'il reste 2 minutes si vous avez des questions. Vous pouvez revenir sur ce que vous avez expliqué sur la base... Sur la page par rapport à la détection des fraudeurs et le fait qu'il ne faut pas avoir un de sélection. Est-ce que tu peux réexpliquer la partie biais de sélection et sur la partie fraudeur? Ok. Alors... Oui, alors l'idée, si vous voulez, c'est que l'entreprise, elle fait des contrôles à l'heure actuelle, ce qui fait qu'elle va filtrer la population.
et qu'en fait, donc, elle se base sur certains critères qui sont corrects ou non. Ce qui fait qu'à la fin, les clients qui rentrent réellement comme clients dans cette entreprise, leur profil va être biaisé. En fait, ils ne vont pas être représentatifs de l'ensemble de la population. Et par contre, l'algorithme, lui, ce qu'il cherche à prédire, c'est sur la population totale, le caractère fraudeur ou non fraudeur, ou fragile ou non fragile. Et donc le problème, c'est que si on ne prend en compte que les clients qui sont passés dans l'entreprise, en fait, on n'a pas forcément une représentativité totale. Et donc on risque de passer à côté de certaines personnes. Voilà, donc c'est tout le travail, en fait. Voilà. Et donc par exemple, pour la partie reclassification itérative, on va d'abord entraîner le modèle sur les clients. Ensuite, on va élargir, on va réentraîner le modèle sur l'ensemble de la population, de voir les résultats. Enfin, si vous voulez, il y aura deux parties où on fera d'un côté les clients et de l'autre côté ceux qui ne sont pas clients encore. Voilà. Nous allons devoir clôturer, donc je vous propose aussi de venir échanger sur le stand Axis Consultant avec Adrien, le cas échéant. Donc voilà. On vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Axis Consultant et on pourra échanger également sur cette problématique. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci. Merci.